commencer, je voudrais remercier Alessandro et Étienne de me permettre de venir m'exprimer aujourd'hui sur l'histoire des associations de Maliens en France, des associations qui s'étalent sur plusieurs générations pour me situer dans la continuité de la présentation de Chris. Une petite précision à propos du titre. Il s'agit d'une histoire des associations, c'est-à-dire des regroupements de personnes pour réaliser un objectif ou des objectifs. Nom de l'association, j'arrive pas à le dire, bref, nom de l'association d'idées, si vous voyez ce que je vais dire. Alors, si je vous propose une réflexion sur le phénomène associatif malien en France, en replaçant ce phénomène dans le contexte plus large des migrations en Afrique, comme il a été précisé, la plupart des flux migratoires ont lieu à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest en particulier, et ce sont des flux qui sont liés, connectés pour être dans l'air du temps avec ce qui se passe en France et avec le mouvement associatif français ou africain en France. Ça sera aussi, je le fais aussi en lien avec les relations avec le pays d'origine, bien sûr. Alors, au niveau des chiffres, il y a une discussion sur le nombre de Maliens en France. Alors, d'après les autorités en 2019, il y avait 100 000 Maliens en France. D'accord, donc 100 000 de gens avec des papiers. Alors, 100 000, c'est 8 fois moins qu'en Côte d'Ivoire. Donc, ça donne une idée justement de l'orientation et de l'importance des courants migratoires à l'intérieur de l'Afrique. Au niveau des associations, la dernière info qui date, elle remonte à 1992. Il y avait à cette époque-là 400 associations maliennes, des associations loi 1901. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas enregistrées, qui ne sont pas formalisées. Voilà. Mais les chiffres disponibles, c'est les travaux de Christophe Dom et de Mohamed Timera, estimés à 400. Donc, vous imaginez bien que le nombre a augmenté depuis. Je souligne aussi donc, le caractère informel et multiforme des associations. Donc, on a des associations, on les appelle TON en bambara. Donc, TON, ça, pour la petite histoire, ça vient enfin, c'est très ancien, ça remonte au XVIIe siècle, avec la naissance du royaume de Ségou par Biton Koulibaly. Biton Koulibaly était un chasseur et il a créé une association de chasseurs grâce à laquelle il va en fait conquérir les zones environnantes de Ségou et constituer le royaume. Et donc ce royaume aura son apogée au XIXe siècle avec un certain Ngolo Diarra. Donc vous connaissez N'Golo Kanté. Donc le ton est donc un terme très ancien et qui désigne donc les associations en bambara, mais aussi les partis politiques, etc. Donc, c'est des associations qui sont informelles. On a des associations de développement villageois ou des associations villageoises reconnues ou pas. On a les tontines, vous connaissez les tontines qui sont des systèmes de prêts entre migrantes, où il y a une rotation en fait des sommes collectées par personne par rapport à un projet. Il y a des associations de jeunes, de femmes, etc. Alors l'association, elle reste informelle tant qu'elle ne retire pas un avantage particulier à être officialisée. Donc, sur l'histoire des
des associations maliennes en France, il peut paraître anachronique, surtout pour un historien, de parler d'associations maliennes, anachronique et réducteur. Alors, anachronique parce que les migrants sont en France sont en métropole, depuis au moins la Première Guerre mondiale et la démobilisation des tirailleurs sénégalais, à une époque où le Mali n'existait pas. Le Mali, en tant qu'État moderne, est né, contemporain, est né en 1960. Avant, c'était le Soudan français, entre 1893 et 1960. Le Soudan français appartenait à l'Afrique occidentale française ou à l'Ouest, avec 7 autres pays, dont la capitale était à Dakar. Et c'est l'AOF, on ne sait pas, je le souligne, qui était la référence géographique administrative la plus significative pour les migrants, avec leur village d'origine. Donc, le Soudan existait, le Sénégal, la Mauritanie, tout ça, mais c'est quelque chose qui n'était pas spécialement identifié comme tel administrativement par les migrants, mais c'était plutôt le bloc de colonies AOF. En 1931, en plein apogée colonial, au moment de l'exposition de Vincennes, il y a Robert de la Vignette qui dit à ce propos de l'identification de l'AOF et des villages, je le cite, les naturels, c'est intéressant, il ne dit pas les indigènes, de la Vignette étaient plus fins que beaucoup d'administrateurs, donc les naturels ignorent le plus souvent leur colonie. Seul leur village compte leur pays. Ils se doutent bien, par contre, que l'AOF existe, même s'ils ne savent pas la nommer. Donc l'AOF disparaît en 1960. Et c'est à ce moment-là que naissent les différents pays. Alors c'est anachronique aussi ou réducteur de parler d'associations maliennes en France. Si on se place du côté malien, parce que du côté malien, on a une domination des ressortissants de Caille dans les émigrés en France. Alors, mais on observe quand même, il y a une diversification, c'est quelque chose qui change avec le temps. Depuis les années 80, on a une diversification des régions de départ au Mali, donc pour 2 raisons essentiellement. La première, elle est liée à la crise structurelle de l'enseignement et de l'éducation au Mali. Il y a beaucoup de jeunes Maliens qui sortent du système scolaire avec ou sans diplôme, avec ou sans formation. En 2010, par exemple, la Banque mondiale estimait que 300 000 diplômés sortaient des structures éducatives et de formation au Mali et ne trouvaient pas à s'employer sur le marché du travail. Donc, vous imaginez bien que ces 300 000 diplômés ne sont pas originaires de Caille. Tous. Alors, la deuxième raison de la diversification de régions de départ au-delà de Caille, c'est la baisse du cours du coton. Donc, le coton, c'est une production très importante pour le Mali, qui rapporte de l'argent aux paysans et au gouvernement. Et il y a eu aussi, pendant la crise, pendant les années 90 et 2000, jusqu'en 2011, la crise en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, dont j'ai signalé en introduction que c'était le principal pays d'accueil des migrants. Donc, dans ces conditions, on a des gens qui ont commencé justement à se tourner vers l'Europe et vers la France, vers l'Espagne, l'Italie, etc. Alors, on peut parler quand même d'associations maliennes en France. Pourquoi ? Pour les raisons suivantes. Je l'ai dit, les colonies de l'AOF ont connu des trajectoires
et des expériences différentes depuis 1960. Une différence qui s'est accentuée avec des parcours nationaux différents. Le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, qui étaient les principaux fournisseurs de migrants jusqu'en 74-75, ont connu une expérience, un parcours national différent. Et ça a eu un impact aussi sur l'organisation des associations de migrants sénégalais, maliens, mauritaniens en France. Alors, pour la clarté de l'exposé, je vais présenter une évolution du phénomène associatif avec des biais, quand même. Des biais, enfin, pas quand même, mais parce que ce sont les informations dont je dispose, que j'ai trouvées, par le biais institutionnel et en essayant aussi d'évoquer des dynamiques propres au mouvement associatif. Alors, la période coloniale, c'est une période où on voit l'émergence d'associations d'originaires en métropole. Les associations d'originaires en métropole sont formées pour l'entraide dans les communautés de migrants. Alors, il y avait par exemple l'association des originaires, ou l'amicale des originaires de l'AOF à Marseille. Alors, ce sont des associations qui sont créées pour aider les migrants. Alors, ces migrants, je l'ai dit, ce sont des anciens tirailleurs de la Grande Guerre, dont une toute petite partie a été démobilisée en métropole et a décidé de rester en métropole travailler. Il y a aussi des marins, donc des gens qui travaillent sur les bateaux de commerce entre la côte ouest africaine et les ports français, les ports de la métropole. Alors, ils vivent dans les ports comme Marseille, Bordeaux, Le Havre, Rouen, à Paris aussi. Alors, d'après Philippe de Witt, en 1926, il y avait entre 3 et 5 000 Africains et Malgaches amalgamés. Et donc, dont un tiers vivait à Paris et en région parisienne. Alors, l'entraide au quotidien, c'est pour trouver un logement, pour trouver de quoi se restaurer, pour se soigner, pour entreprendre des démarches administratives au pays, des démarches ici, en France, je vais dire, envoyer de l'argent au pays, etc. Alors, certaines associations à cette époque-là sont politisées. Elles sont qualifiées par le pouvoir colonial d'associations pan-nègres ou panafricanistes ou d'associations communistes aussi. Elles sont donc surveillées par les autorités administratives. On a un service qui est créé en 1923, le service de contrôle et d'assistance des indigènes en métropole. Ce service dépend du ministère des colonies et du ministère de l'Intérieur. Il s'agit de surveiller l'activité des ressortissants des colonies en métropole. Alors, si on se place de l'autre côté de l'Empire, à la périphérie, on va dire, en AOF, on a aussi des associations d'originaires. Dans les principales colonies d'accueil, par exemple en Côte d'Ivoire, on a la fraternité soudanaise en Côte d'Ivoire, la solidarité dahomienne et togolaise de la Côte d'Ivoire, l'association des originaires de la Haute-Volta. Donc, on voit que c'est un phénomène qui est dans le phénomène associatif est présent dans tous les pays d'accueil, ou les principaux pays d'accueil des migrants, que ce soit en Afrique même ou en métropole. En AOF, ces associations font l'objet d'une surveillance politique pour les mêmes raisons qu'en métropole. Donc, je renvoie à l'ouvrage de Kathleen Keller, Colonial Suspect, publié en 2012, si vous voulez approfondir la question de la surveillance des activistes en AOF. Alors,
Les associations donc, étaient en général informelles et a contribué à gérer la vie en collectivité. Alors, maintenant, on va passer à la période après 1960, la période postcoloniale. On va dire, alors, cette période, je l'ai découpée en deux, de l'indépendance à la libéralisation du droit associatif pour les étrangers en France en 1981. Ça, c'est la première période. Et puis, la deuxième période, depuis 81, avec une inflexion à partir de 2002, au moment où on commence à parler, enfin, à mettre en œuvre le concept de co-développement, qui va aussi impacter l'organisation des associations maliennes en France. Donc, pour la période 60-80, après 60, les flux migratoires s'accélèrent vers la France jusqu'à l'arrêt officiel de l'immigration en 1974. Alors, l'accélération des flux est liée aux besoins de reconstruction du pays depuis 1945. Comme vous pouvez l'imaginer. C'est lié aux perturbations de la guerre d'Algérie entre 1952 et 1962 et aux entraves à la circulation de la main-d'œuvre entre les deux rives de la Méditerranée. Comme ça a été indiqué, les Africains du Nord sont arrivés en France plus tôt que les subsahariens et donc étaient occupés un certain nombre d'activités professionnelles, et notamment les Algériens. Avec la guerre, en fait, ça va poser des problèmes pour le patronat français. Et donc, le patronat va s'appuyer, substituer une partie de cette main-d'œuvre algérienne par la main-d'œuvre africaine. C'est pas vrai. Ok. Donc, j'accélère le rythme. Alors. Donc, pendant cette période, on a des amicales et des associations villageoises qui émergent et qui essayent de coordonner les efforts des migrants pour aider leurs familles à rester au village, surtout après les sécheresses de 73 et 84. Ces associations envoient de l'argent sur place, mais souvent, il n'y a pas assez de liquidité à Caille notamment pour pouvoir encaisser les mandats. En fait, en gros, il n'y a pas les recettes au bureau de poste pour pouvoir donner l'équivalent en mandat. Ces associations financent aussi des dispensaires, des centres de santé. Et le deal avec l'État, c'est que l'État fournit le personnel. Et souvent, l'État aussi n'a pas les moyens de fournir ce personnel-là. Donc, on a ces associations villageoises. J'en parle rapidement. Dans les années 70 aussi, il y a un début de politisation des migrants africains et maliens en France. Et donc, il y a certains membres des associations qui participent à des manifestations, notamment aux grèves des foyers, qui ont lieu dans les foyers entre 75 et 80. En 80, il y a la libéralisation de la création des associations après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Alors, pendant cette période, donc les associations se développent énormément. Et là, en 97, j'accélère, il y a un changement conceptuel dans l'approche de la gestion des associations en France, puisque c'est à partir de ce moment-là où on commence à parler de co-développement. Avec le co-développement, avec le postulat que la migration peut contribuer au développement des pays d'origine,
si on arrive à réguler et orienter les transferts vers le secteur productif. On est toujours aujourd'hui dans cette logique. Avec tout ce qui s'est passé, on est toujours dans cette idée de limiter l'immigration et de favoriser les retours. Ok, donc il faut que je conclue. Alors, je conclue. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, le paysage associatif malien reste dominé par les associations de développement villageois de la région de Caille, qui bénéficient d'un double soutien institutionnel français et malien pour des raisons contradictoires. Limiter les arrivées et favoriser les retours d'un côté. Maintenir l'arrivée de transferts dans un contexte de chômage et de tensions sociales exacerbées de l'autre côté malien. On constate aussi une plus grande politisation des associations avec un phénomène de circulation des discours et des mobilisations entre ici et là-bas, et souvent dans un cadre associatif. C'est quelque chose qu'on a vu, et je conclue, pendant les manifestations contre les accords de réadmission entre 2006 et 2009, contre la demande de création de l'Azawad par le MNLA, le mouvement indépendantiste Touareg en 2013, contre un second mandat du président Ibeka en 2018, ou plus récemment contre la présence militaire française au Mali. Enfin, le mouvement associatif malien en France a préfiguré à sa manière l'émergence de la société civile, avec des guillemets, à Bamako après 1991 et la fin du régime militaire. La société civile au Mali, avec des guillemets, a vu une explosion anarchique des ONG dans une stratégie d'extraversion ou de captation effrénée des ressources venant de l'extérieur. Dernier point, ces associations de Maliens en France sont, je pense que c'est une évolution récente, sont devenues une force politique au niveau local, en tout cas perçue comme telle en France, dont on cherche à capter le vote par un soutien régional aux associations de développement villageois sur place. Alors, il y a eu des élections régionales ce week-end. En 2019, j'étais invité à la cérémonie de l'indépendance du Mali, et c'était organisé à l'hôtel de région de l'Île-de-France, dans le 7e arrondissement, avec des associations de ressortissants maliens en France. Donc, il y a un soutien, officiellement, il y a un soutien de la région vers ces associations, mais il y a aussi, pour dire les choses de manière crue, une recherche de vote, en fait. Donc, ça aussi, c'est une évolution récente et je pense qu'il est à creuser. Voilà. Merci beaucoup, Léoda. On va rester un peu sur les mobilisations politiques et je vais laisser la parole à Pamela Oeneniako, qui est doctorante à l'Université de Genève et assistante de recherche et d'enseignement. Donc, Pamela, je pense qu'on vous voit. Ouais, c'est bon. Donc, je laisse la parole. Vous avez parlé 20 minutes. Et puis, Je dois mettre le micro. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vous vois pas, mais c'est un plaisir d'être parmi vous, en tout cas virtuellement. Merci aux organisateurs et en particulier à Alessandro et à Étienne, déjà pour tout le suivi. C'est un peu la dernière ligne droite pour nous. Donc, merci pour le suivi et pour l'opportunité de pouvoir déjà mener cette recherche, parce que je suis une des personnes qui a pu bénéficier de fonds, et pour justement avoir la possibilité de présenter les résultats. Donc, par rapport à mon sujet, comme le titre l'indique, je m'intéresse aux mobilisations des femmes noires de France en France hexagonale.
et en particulier pour les années 70 à 1990, donc je m'arrête en 2001. Et en fait, initialement, il y avait en effet l'idée de chercher déjà pour les années 60, mais les archives, justement, ne m'ont pas permis de vous présenter en fait des mobilisations. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas eu lieu, c'est juste que les archives auxquelles j'étais confrontée ne m'ont pas permis justement de les mettre en avant. Donc, c'était justement ça, hein, le but de ma recherche, c'était déjà de creuser quelles étaient les archives qui existaient pour des femmes afrodescendantes mobilisées au moins contre le racisme et le sexisme en France hexagonale. Et donc, le but de la présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer finalement les initiatives pour lesquelles j'ai assez d'informations pour un peu creuser et justement réfléchir en termes de contexte de mobilisation, qu'est-ce qui les a poussées à se mobiliser, quelles étaient leurs revendications, de proposer aussi une réflexion en termes d'intersectionnalité, donc cette idée que plusieurs oppressions cohabitent et forment un ensemble. Alors, ce qui est intéressant, et comme je vais vous le présenter, c'est que j'irais même jusqu'à dire que ces femmes, en fait, ont même participé, en fait, à la théorisation et à la mise en pratique de ce qu'aujourd'hui on appelle intersectionnalité. Pour moi, et ça c'est aussi lié à ma recherche doctorale, la dimension transnationale est également très importante. Donc, bien sûr, il s'agit de femmes qui se sont mobilisées en contexte de la France hexagonale, mais l'importance du lien transnational, alors pas seulement avec les pays d'origine pour celles qui en effet ont un parcours migratoire, mais beaucoup aussi avec la dimension globale, donc notamment l'ONU, et la dimension régionale, donc plus largement le contexte des développements politiques en Europe. Je reviendrai dessus. Et la question des identités collectives, parce que voilà, c'est moi qui les nomme femmes afrodescendantes ou femmes noires, mais de voir comment est-ce qu'elles se nommaient d'un point de vue politique et au niveau du groupe. Donc, par rapport au contexte, alors justement, ça fait un peu le lien avec la première présentation qu'on a eue de M. Chris Beauchemin par rapport aux migrations féminines. Alors, ce qui est intéressant alors, dans mon cas, en fait, pour moi, diaspora africaine, j'ai inclus, en fait, qu'elle soit des Caraïbes ou de l'Afrique subsaharienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, c'est des initiatives de personnes qui sont d'Afrique subsaharienne, mais quand même indiquer que la présence des femmes noires en France a significativement augmenté. Alors, non pas pour dire qu'elles n'étaient pas présentes, et justement aussi reconnaissant les mobilités liées à l'initiative privée, mais quand même rappeler que le BIMIDOM, à partir de 62, a accru la présence féminine et enfantine, alors soit des femmes qui ont été recrutées dans le programme ou des femmes qui rejoignaient leurs partenaires, et les enfants souvent suivaient par la suite. Et une problématisation, alors déjà une immigration problématisée bien avant, hein, déjà durant les années 60, notamment aussi avec la présence algérienne, mais avec la récession économique, il y a ce frein à l'immigration qui arrive en 1974 sous justement le gouvernement de droite de Valéry Giscard d'Estaing, qui, dans un premier temps, empêche, en fait, d'abord, il n'y a pas un droit au regroupement familial, et finalement, en 76, il y a justement cette ouverture qui participe à l'accélération du regroupement familial, notamment, justement, des femmes afrodescendantes. Mais là aussi, donc, d'abord, une forme d'ouverture, mais à chaque fois de frein, avec notamment les lois Stoléru et Bonnet qui encouragent les rapatriements et aussi, dans certains cas, justifient même les expulsions. Ce que j'ai pu, en tout cas dans un premier temps, repérer par rapport au vraiment début des années 70, aussi dans un contexte bien sûr post-68, le mouvement féministe et estudiantin internationaliste qui va nourrir des mobilisations de la part de femmes majoritairement étudiantes. Donc, ce qui est intéressant justement, c'est de dire, voilà, dans un contexte où l'immigration est problématisée, notamment avec ces questions de regroupement familial, il y a des femmes justement qui sont arrivées de manière autonome, beaucoup d'étudiantes en l'occurrence, et c'est justement ces femmes-là qui vont former la coordination des femmes noires qui est cofondée en 76 par Awa Thiam et Maria Kalla Lobé. Donc Awa Thiam était d'origine sénégalaise, Maria Kalla Lobé d'origine camerounaise. Donc justement
un groupe majoritairement, donc on parle entre 10 et 20 personnes formées majoritairement d'étudiantes, mais aussi d'exilés politiques. C'est notamment le cas de Maria Kala-Lobé, de femmes de lettres, donc plutôt des femmes justement qui, dans le contexte estudiantin, de radicalisation, de réflexion politique qui arrive beaucoup dans les lycées, hein, c'est des femmes où en tout cas la moitié d'entre elles ont participé à des groupes de conscientisation marxistes puis féministes, vont justement se constituer en collectif, alors pas sous la loi de 1901, mais en tout cas en collectif politique. Ce qui est intéressant de voir dans leur mobilisation, c'est que pour celles que j'ai pu interviewer, il s'agit surtout de réunions au sein du foyer, hein, donc des femmes qui se retrouvent chez elles, qui discutent politique, qui discutent de leurs conditions de vie personnelles et qui, à travers ces discussions, justement, voient la dimension politique et plus collective en fait que ces oppressions ou en tout cas que ces conditions de vie en fait impliquent. Donc à partir de là justement elles vont être dans la rédaction, elles vont bien sûr participer à des manifestations publiques, l'organisation aussi de journées, notamment de la femme noire en 77. Et dans leurs revendications, il y a l'autonomie politique, donc vraiment cette notion que se constituer, c'est important de se constituer en collectif de femmes noires, car les femmes noires ont des conditions de vie et du coup des revendications qui sont invisibilisées, soit dans justement les mouvements estudiantins majoritairement masculins ou le mouvement féministe, dont les revendications peuvent être proches, mais pas toujours similaires. Donc, ces femmes, justement, alors avec ces groupes, elles entretiennent quand même des alliances stratégiques, mais vraiment l'importance de l'autonomie, de s'organiser en ce qu'on appelle aujourd'hui non-mixité, donc vraiment entre femmes afrodescendantes. Donc, parmi leurs revendications, il y a à la fois celle de l'autonomie sexuelle, donc à ce niveau-là, elles rejoignent en effet le mouvement féministe qui réclame le droit à l'IVG, etc., donc notamment avec la loi Veil qui est votée et acceptée en 74, mais aussi le respect de leurs droits reproductifs parce que, étant justement femmes noires, il y a des politiques plutôt d'abus, voire de stérilisation forcée qui affectent les femmes racisées, et donc c'est des choses qui justement les concernent. Donc à la fois, oui, la liberté sexuelle, aussi parce que certaines d'entre elles viennent de cultures, qu'elles soient caribéennes ou africaines, où cette notion de liberté sexuelle du fait des traditions ou des religions est discutable quand il s'agit des filles par rapport aux garçons. Donc, c'est aussi quelque chose avec lequel elles ont grandi, mais à la fois aussi le respect justement de leurs droits reproductifs. Étant donné que certaines sont aussi des exilés politiques, elles font vraiment toute une analyse aussi en termes de néocolonialisme dans leurs pays respectifs et justement de droit à l'expression politique en tant que femme. Donc, Maria Kala-Lobé était notamment justement une femme qui s'est fait enfermer pour ses idées politiques. Alors, par rapport à la France hexagonale, elles sont dans la dénonciation du régime de l'immigration, hein, étant donné justement ce contexte à la fois de frein à l'immigration et avec des lois qui encouragent, en tout cas qui encouragent la sortie, voire des expulsions. Et ce qui est intéressant là de voir, c'est que justement, en tant que femmes, elles vont surtout se poser la question de l'impact de ces provisions liées sur les femmes, justement, qui viennent à travers le regroupement familial, notamment le fait que c'est des femmes qui dépendent du statut de résidence de leur mari et qui n'ont pas toujours le droit de travailler. Donc, en termes d'autonomie et de liberté, en fait, c'est des choses, justement, qu'elle décrit. Alors, par rapport à la coordination des femmes noires, justement, c'est... je m'arrête, enfin, c'est les informations que j'ai pu trouver, aussi parce que j'ai 20 minutes, donc j'essaie d'aller un peu plus rapidement. Un élément important, justement, je disais, donc la coordination des femmes noires a été cofondée par Hawa Thiam, qui est l'écrivaine justement de ce livre, qui est devenu maintenant un livre reconnu pour son poids dans l'afroféminisme francophone et français, donc La parole aux négresses. Et c'est un livre justement qui donne voix à une diversité de parcours de femmes majoritairement d'Afrique subsaharienne qui ont un parcours migratoire et qui mettent en avant leurs conditions particulières entre
entre justement la question de l'arrivée, du régime de l'immigration, le fait de comment trouver un travail, comment s'insérer, comment trouver un logement, surtout la plupart, alors des fois elles sont mariées, des fois elles sont célibataires, mais aussi les questions des traditions, notamment mariage forcé, excision, polygamie. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle Awatiam se scinde en fait de la coordination des femmes noires, c'est justement parce que les objectifs politiques n'étaient pas nécessairement les mêmes avec Awatiam qui s'intéresse, où la dimension justement culturelle prenait le pas, et du coup il y a eu scission et Awatiam a ensuite fondé la CAMS en 82. Par rapport aux années 80, donc le changement, en tout cas l'ouverture qu'il y a dans un premier temps, c'est justement l'élection de François Mitterrand en 81, avec l'idée qu'il y aurait une ouverture avec la transition à un gouvernement socialiste, mais on reste quand même dans un contexte de crise économique et du logement. Donc, ce qui arrive quand même sous le gouvernement de François Mitterrand, c'est l'arrêt provisoire des expulsions et la mise en place de régulations exceptionnelles. Donc, on parlait justement de celle des années 90. Alors, il y a justement celle du début des années 80. Dans un premier temps, on est aussi dans une politique, alors bien sûr ambiguë, mais qui est quand même un peu dans une idée qui irait dans l'encouragement au droit à la différence, contrairement à une assimilation forcée, mais quand même qui pose des questions en termes de à quel niveau est-ce que, surtout sur des questions culturelles, à quel niveau est-ce que le gouvernement intervient ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui, pour des femmes mobilisées contre des pratiques telles que l'excision, le mariage forcé, etc., ça va être un grand enjeu. Il y a, et ça c'est aussi un phénomène important, l'extension du droit associatif aux personnes immigrées, donc des personnes qui peuvent justement se constituer en association, ce qui va mener à une multiplication des associations. Alors bien sûr, il y a toujours cohabitation avec des collectifs qui ne se constituent pas nécessairement en association, mais quand même un encouragement. Mais voilà, quand même un frein, disons, à ces politiques qui s'explique en partie avec la percée du Front National, qui fait que pour un gouvernement de gauche, pour des questions électorales, il y a de plus en plus en fait un besoin de montrer en quelque sorte que la question de l'immigration est saisie, avec plutôt un durcissement et donc des nouvelles restrictions liées au regroupement familial à partir de 84-85, la loi Pascal de 86 qui, encore une fois, et qui sera suivie par celle de 93, qui du coup limite encore les conditions d'entrée de séjour. Donc vraiment pour montrer un peu ce contexte où ces régimes d'immigration, du fait de leurs restrictions, font aussi que les femmes de plus en plus doivent se mobiliser, mais aussi parce que la condition féminine n'est pas nécessairement prise en compte. Donc justement, dans ce contexte, un mouvement immigré qui émerge, alors pas pour dire que ça n'a pas existé, mais disons en termes de masse, on se souvient justement des marches pour l'égalité entre 83 et 85 par la génération Beur, mais à laquelle il y a aussi des afrodescendants qui ont participé. Et en 83, alors aux côtés d'associations classiques, je pense notamment au MRAP, il y a quand même la constitution du Conseil des associations immigrées en France, le CAIF, qui regroupe des associations de travailleurs immigrés, mais qui là aussi sont majoritairement masculins, donc notamment la fraternité. Donc, je vous expliquerai aussi pourquoi je parle de ces éléments-là. C'est justement notamment une fédération à laquelle vont adhérer les femmes. Donc, par rapport à un mouvement un groupe qui a émergé dans ce contexte-là, il y a notamment le mouvement pour la défense des droits des femmes noires, donc qui a été présidé par Lydie Doumbouya, une Camerounaise, donc née à Douala en 1933, qui arrive en France en 1954. Alors là, c'est intéressant. Elle fait partie justement des femmes qui arrivent en tant qu'étudiantes, donc une migration autonome. Elle est écrivaine et journaliste, et en 1977, elle publie son roman La brise du jour, qui revient justement, alors qui est dans un contexte camerounais colonial, et qui montre en fait comment est-ce que l'imbrication entre religion et colonialité impacte en fait les jeunes filles et les femmes qui évoluent en fait dans des milieux privés et familiaux qui justement les répriment et empêchent leur émancipation féminine. En 81, donc quand elle a déjà passé la cinquantaine, elle fonde le ModFN, et dont les terrains d'action sont justement la polygamie, le mariage forcé arrangé, la question de l'excision, mais aussi le racisme d'État et immigration. Donc on voit très bien à quel point justement le fait d'être à la fois
femmes immigrées noires fait qu'il y a des revendications très particulières en fait qui émergent. Et d'ailleurs, le MoDFN s'est constitué en réponse au fait que à la fois les mouvements féministes et les mouvements des travailleurs immigrés ne prenaient pas en compte en fait les conditions particulières des femmes immigrées qui arrivaient de manière de plus en plus importante justement à partir des années 70. Et donc, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un groupe qui se constitue de manière autonome qu'il n'y a pas alliance politique avec d'autres groupes, donc justement les associations de travailleurs, les féministes qui se retrouvent notamment à la Maison des femmes à Paris. Donc, précision, le MoDFN est siégé à Paris, comme d'ailleurs la plupart des associations pour lesquelles j'ai pu avoir des archives. Et c'est également un des groupes qui rejoint un autre collectif qui se forme 2 ans après, à savoir le collectif des femmes immigrées. Donc, c'est une organisation fêtière qui est cofondée en 82 par Edna de Oliveira, qui est à la tête, qui est la coordinatrice. Je regarde juste. Très bien. Je me dépêche, qui est la coordinatrice du service des femmes immigrées de la CIMAD. Dans la partie questions, je pourrais revenir éventuellement sur le rôle des églises dans la mobilisation antiraciste. Donc, c'est un collectif justement qui se forme après les régularisations exceptionnelles de 81, notamment justement du fait que ces régularisations ne prenaient pas en compte les conditions des femmes immigrées, à savoir le fait de dépendre de leur mari ou d'être célibataire, et en effet la question du travail. Donc, elle revendique justement à la fois le droit au regroupement familial sans condition, on est dans un contexte où il y a justement de plus en plus de restrictions, et la reconnaissance d'un statut autonome pour les femmes. Elle collabore avec justement ce conseil des associations des immigrés en France et participe au forum organisé par le ministère des droits des femmes, un ministère justement qui lui aussi se met en place à ce moment-là. Et ce qui est intéressant de réfléchir en termes d'identité collective, c'est que justement, c'est des femmes qui sont majoritairement d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord et qui en fait reprennent le terme de femmes immigrées, même si bien sûr, il devient de plus en plus connoté et problématisé. Ce qui est intéressant justement, donc à la fois le MoDFN donc le MoDFN fait partie de ce collectif femmes immigrées, c'est à partir de ce collectif et en collaboration justement avec le Conseil immigré des associations de France qu'il y a une première européanisation qui se fait, donc des personnes qui, bien que ce soit le contexte français qui les intéresse, elles participent à des conférences d'associations au niveau européen. Donc je vous ai mis justement quelques dates. Elle participe également à la conférence qui clôture la décennie des femmes à Nairobi en 85. Donc, ça va être des espaces, en fait, à partir desquels elles pourront alors déjà faire connaître leur situation, mais aussi émettre des revendications pour ensuite ajouter un levier de pression, disons, sur le gouvernement français. Cette européanisation s'accélère avec la signature des accords de Schengen en 85 et l'acte unique européen qui annonce cette fameuse Europe 92 justement à partir des années 1992, ce qui fait qu'elle, encore une fois, elle garde cet ancrage francophone, mais leurs actions s'européanisent aussi en collaboration notamment avec des institutions religieuses, donc le comité des églises auprès des travailleurs migrants qui est rejoint par Edna de Oliveira et le programme de lutte contre le racisme du Conseil œcuménique des églises. Donc ça, c'est un levier d'action et à partir de ces leviers d'action, elles vont aussi rejoindre en fait des réseaux de femmes racisées qui se constituent en Europe, donc notamment un de ces réseaux est le Black Women in Europe Network qui revendique lui aussi l'autonomie et auquel justement Damarisma, donc qui est aussi camerounaise, née en 53, donc un peu plus âgée que Damarisma, elle a bien sûr plein d'actions, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle fait d'abord partie de l'Union des travailleurs africains de France et c'est à partir justement de cette union-là qu'elle aussi participe à cette mise en réseau au niveau européen, qui fait justement qu'elle devient même vice-présidente du BWEN, donc le Black Women in Europe Network, en 93.
avec vraiment aussi des revendications qui du coup portent sur quelles sont les conditions de la mise en place de cette Europe 92. Est-ce que ça va être une Europe 92 qui favorise le droit à l'immigration et à la lutte contre les discriminations, ou au contraire, est-ce qu'on est plutôt dans un régime de fermeture? Et ce qui est intéressant, c'est un des cas justement où c'est à partir de cette dimension européenne qu'il y a la formation à un niveau hexagonal de justement une initiative qui est l'initiative des femmes africaines de France et d'Europe. Donc comme son nom l'indique, il y a la dimension européenne qui est inclue dedans. Et une chose qui est intéressante, c'est que ce sera une association qui sera affiliée à la Fédération internationale démocratique des femmes. Donc, encore une fois, un terrain avant tout français, mais toujours avec cette dimension transnationale qui est importante à garder en tête. Très rapidement, pour aussi quand même signaler des mobilisations de femmes qui ne sont pas toujours en situation régulière, il y a justement la participation des femmes au mouvement des sans-papiers. D'ailleurs, elles ont elles-mêmes féminisé ce nom. Donc là aussi, on pense en termes d'identité collective à partir de 96. Donc avec la question très importante en termes de, quand on pense archives, quand on pense en termes d'histoire, c'est dès le moment qu'elles étaient en conditions irrégulières, il y a toute la dimension de leur visibilisation. Donc elles ont participé à une médiatisation, mais justement avec quand même, en termes de traces qu'on va obtenir, il y a cette limite qui est aussi due à leur situation. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un exemple où elles se sont d'abord constituées en comité de femmes au sein du mouvement des sans-papiers pour finalement justement s'organiser à partir de 97, au moment des régularisations, en réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est toujours cette réflexion, et ça sera justement ma conclusion, c'est est-ce qu'on peut parler de féminisme noir francophone? Le terme féministe n'a pas nécessairement été utilisé par ces femmes, mais en tout cas, c'est des femmes qui, de manière très ouverte, et les archives le montrent, se mobilisaient en tant que femmes africaines, en tant que femmes immigrées, et revendiquaient justement l'importance de leur autonomie et la spécificité de leurs conditions qui nécessitaient justement une action associative, en tout cas un regroupement collectif avec des revendications propres, ce qui fait justement qu'on peut vraiment parler d'une histoire de pratiques et de discours qu'aujourd'hui on appelle intersectionnels. Ce qui est important aussi de garder à l'esprit, c'est, voilà, et les présentations qu'on a entendues jusqu'à maintenant le montrent aussi, c'est toujours bien sûr cette dimension transnationale, donc penser à la pluralité des espaces d'intervention, et justement l'importance du panafricanisme et de l'internationalisme. Donc on a ces collectifs que je vous ai montrés, sont des collectifs où c'est des personnes qui viennent finalement de différents horizons et qui se mettent ensemble avec justement la question à partir de quelles conditions et quelles identités est-ce qu'on s'organise, l'importance des alliances politiques, à la fois, c'est pas parce qu'elles sont autonomes qu'elles ne vont pas collaborer avec des alliés. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Voilà, donc merci, un grand merci d'abord à toute l'équipe d'organisation pour l'accueil ici à Bordeaux, et aussi pour l'occasion de présenter ce projet donc, qui a aussi été financé par la chaire sur la reconfiguration des réseaux pentecôtisme dans la diaspora, avec un accent sur les réseaux franco-suisses, mais plus globalement, l'analyse s'applique aussi à une échelle européenne, comme je vais le montrer. Donc, l'importance des organisations religieuses dans le contexte de la diaspora africaine en Europe a été établie et confirmée depuis plus d'une décennie. L'intérêt porté aux religieux dans la diaspora s'explique d'une part par le rôle de relais que jouent les organisations religieuses dans les parcours migratoires. Il s'explique également par la place qu'occupent ces organisations dans les formes de mobilisation collective diasporique sur le moyen et le long terme. En effet, la communauté religieuse représente une forme de collectif à même de mobiliser les diasporas africaines de manière soutenue et continue, à côté des activités marchandes, des associations politiques ou de quartiers, des collectifs religieux. Se sont donc constitués et occupent une place assez importante dans la vie sociale des diasporas africaines. Cette force mobilisatrice représente également un certain potentiel en termes économiques. Le projet religieux arbore souvent une dimension entrepreneuriale et les pratiques religieuses et marchandes s'enchevêtrent allègrement. Ainsi, le collectif religieux représente également un levier potentiel pour développer des capacités économiques qui n'est pas non plus à sous-estimer. Si on peut situer la première vague de fondation d'églises en Europe dans les années 1990, de nouvelles églises n'ont cessé d'apparaître dans les années 2000 et 2010, parfois initiées par des pasteurs primo-arrivants.
On compte ainsi plusieurs milliers d'églises à travers l'Europe qui ont été fondées par des pasteurs primo-arrivants issus d'Afrique subsaharienne. En 2020, pour beaucoup d'églises africaines, la phase d'implantation sur le territoire européen est achevée depuis bien longtemps. Les enjeux se dessinent désormais au niveau du passage des églises à la génération future, ainsi que des modalités de l'ancrage et de la présence en Europe à moyen terme. Aujourd'hui, se côtoient ainsi des églises dirigées par leurs fondateurs et des églises dirigées par la deuxième génération, des enfants nés ou ayant été scolarisés en France ou en Suisse. Ce passage à la génération suivante est un processus délicat qui réactive la question de l'identité et de l'africanité de l'Église. Les tensions entre générations sont fréquentes et si elles partagent au sein de l'Église un fond de référence commun et des valeurs partagées, des valeurs chrétiennes partagées, les jeunes aspirent également à un mode de vie différent et peuvent rejeter certaines dimensions des croyances et des pratiques de leurs aînés. Si le passage à la deuxième génération constitue un véritable défi pour les églises, on observe que la plupart d'entre elles n'ont pas réalisé cette étape et se trouvent encore aujourd'hui dirigées par des pasteurs qui sont eux-mêmes des migrants de première génération. Dans certains cas, le pasteur fondateur d'âge mûr et souvent retraité dirige encore l'église. Dans d'autres cas, une succession a déjà bien eu lieu, mais l'église a été confiée à un autre pasteur, né lui aussi en Afrique, ayant rejoint l'Europe à l'âge adulte. On le voit, les églises restent souvent dans les mains de la première génération de migrants africains. En ce sens, elles maintiennent une dimension diasporique affirmée et leur ancrage au moins partiel dans des enjeux sociaux, voire politiques du continent africain. Lorsque le passage du relais à la génération ayant grandi en France a effectivement lieu, on assiste à un passage progressif du pouvoir et des responsabilités au sein de l'Église. Le pasteur fondateur reste officiellement la figure de proue de l'Église, celle qui est mise en avant dans les tâches de représentation et qui reste garante de la légitimité morale de la communauté. Mais progressivement, la gestion de l'Église ainsi qu'une part croissante des animations religieuses et prédications est confiée à la jeune génération qui est souvent d'ailleurs mieux formée, notamment dans les domaines du management. Il arrive que les cultes soient dédoublés pour correspondre aux attentes musicales, linguistiques et thématiques des première et deuxième générations. On voit alors apparaître deux sous-communautés à la fois distinctes et solidaires. La décennie prochaine permettra d'estimer l'ampleur et la pérennité de ce phénomène. À ce stade, les successions à la tête des églises, qu'elles soient dues au départ du pasteur, par exemple un retour en Afrique, à son décès ou à sa retraite du pastorat, n'impliquent encore qu'exceptionnellement la deuxième génération, les successeurs ayant souvent un parcours migratoire de l'Afrique à l'Europe. Dans ce processus qui constitue un point névralgique du devenir des communautés de la diaspora, les reconfigurations autour de l'ancrage transnational des communautés représentent une dimension importante car elles contribuent à définir une identité diasporique de l'Église en tension entre Europe et Afrique, comme je vais le développer dans cette présentation. Donc, je vais me centrer sur les configurations et les reconfigurations de ces réseaux transnationaux entre églises de la diaspora. Cette présentation est issue d'une enquête ethnographique multisituée de longue durée que j'ai conduite essentiellement en Suisse, mais aussi au Ghana, au Canada et plus récemment dans le cadre de ce projet en France, au sein de la diaspora ghanéenne et de la diaspora africaine francophone qui est à dominante congolaise, ainsi que dans des espaces plus cosmopolites qui sont pluriels en termes de présence nationale. La structuration des réseaux religieux diasporiques a fait l'objet d'une attention croissante au tournant des années 2010 en Europe. En effet, ces réseaux constituent une dimension importante des pratiques sociales et une ressource majeure dans la vie des églises. Les reconfigurations autour de l'ancrage transnational des communautés représentent ainsi un enjeu des transformations de ces collectifs et jouent un rôle clé dans leur positionnement et affirmation en tant que diaspora. J'aimerais à présent analyser les diverses formes de réseaux transnationaux dans la diaspora africaine pentecôtiste en Europe, pentecôtiste charismatique, dont le déploiement repose sur la mobilité des fidèles, sur les relations entre pasteurs, sur les dynamiques expansionnistes des dénominations, ainsi que sur les projets fédératifs à caractère diasporique. Alors, je commencerai par le premier type de réseau qu'on pourrait qualifier qui se réfère au rôle des églises comme relais migratoire. Donc, il ne s'agit pas ici de réseaux migratoires au sens où ils seraient préconstitués et viseraient à faire circuler des migrants et les acheminer en Europe. Mais néanmoins, il a été observé que les églises tendent à considérer la migration comme un projet moralement
légitime et offre donc des trames narratives qui consacrent les trajectoires des migrants en dépit des difficultés rencontrées et leur offre aussi des ressources symboliques pour faire face à l'adversité émanant notamment des politiques migratoires ou d'un climat xénophobe. Mais au-delà des ressources symboliques, les églises jouent un rôle aussi majeur en termes d'orientation, d'information, de soutien social et parfois matériel pour les nouveaux migrants. Dans les parcours migratoires des primo-arrivants, le lien entre les églises, c'est la personne qui circule, le migrant. Il s'agit en quelque sorte d'un réseau constitué par le bas qui inverse la structure généralement asymétrique des réseaux dans le ministère où la personne qui est la plus mobile est celle qui chapeaute la relation. Le réseau se tisse même en l'absence de lien direct entre pasteurs par la certitude de la nécessaire existence d'une église dans chaque ville partout. Donc il est fréquent que des personnes qui arrivent dans une nouvelle ville s'informent simplement de où est l'église, et voilà, c'est un premier rattachement qui peut se faire aussi à une communauté. Un deuxième type de réseau transnational est constitué par les réseaux transnationaux informels dans le ministère. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, la plupart des personnes actives dans le ministère développent à titre personnel des relations à caractère transnational dans leur activité de pasteur dans le ministère. Ces liens peuvent avoir plusieurs origines. Il peut s'agir d'un père ou parfois d'une mère spirituelle principale auxquels peuvent s'ajouter des mentors secondaires. La relation de filiation spirituelle peut s'inscrire dans la durée, bien que la loyauté en la matière ne soit pas toujours de rigueur. Cette relation de mentorat s'inscrit ainsi souvent dans une relation transcontinentale avec un homme de Dieu. C'est ainsi qu'ils sont qualifiés de l'Église mère en Afrique. Une des questions soulevées dans mes travaux antérieurs portait sur la pérennité de ces relations de filiation spirituelle avec l'Afrique qui tendent à entretenir des malentendus autour des attentes en termes de développement de l'Église, de prospérité matérielle, financière, ainsi que de circulation des ressources. Les dissensions autour des discours sur la prospérité, qui est une forme de ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, qui s'inscrit dans les enseignements qui sont souvent donnés dans ces églises, mais aussi du paiement de la dîme, donc c'est une contribution financière à l'Église, où des conditions de vie dans le contexte européen deviennent alors un motif d'émancipation vis-à-vis des mentors et des pasteurs africains. Ce constat dressé lors de mes recherches au tournant des années 2010 au sein des églises africaines francophones en Suisse est toujours d'actualité. Se libérer de la tutelle du pasteur africain reste un thème d'actualité pour les pasteurs actifs dans l'espace européen. Et l'une des principales raisons reste les dérangements financiers qui sont occasionnés par ce lien. C'est ainsi que se sont progressivement développés et renforcés parmi les pasteurs congolais, dans les réseaux francophones, les réseaux de parrainage dans le ministère constitués de manière exclusivement diasporique. J'aimerais citer à titre d'exemple le ministère de Deborah Luzolo, dont l'époux était l'un des pionniers de la scène des églises africaines en région parisienne. Et donc son mari avait notamment présidé la pastorale congolaise et représente l'une des personnes actives dans la création de l'ECOC, qui est une des associations fêtières des églises africaines en France. J'avais rencontré notamment Deborah Luzolo en 2010 dans une église dirigée par une femme pasteur congolaise à Genève, où elle était venue prêcher accompagnée par plusieurs de ses fils ou filles spirituels résidant en France. D'autres hommes et femmes actifs dans le ministère en Suisse et venant de diverses églises de la région lémanique étaient présents car Deborah Luzolo parrainait le ministère de plusieurs pasteurs, principalement des femmes, établis en Suisse. La prédicatrice plaidait notamment pour le développement du ministère féminin, donc pour l'accès des femmes au pastorat, mais aussi pour une prise d'indépendance vis-à-vis des pasteurs du Congo qui useraient parfois des ressorts de la peur, de la sorcellerie, afin de détourner les ressources financières des églises européennes. Le vaste réseau qu'elle a su développer dans le ministère en Europe représente une illustration de l'établissement de réseaux de parrainage spirituel à caractère exclusivement diasporique, où la référence à l'Afrique est certes présente, mais sans jouer un rôle capital dans le fonctionnement du réseau. Ces liens de parrainage se constituent sur des critères d'ancienneté qui s'établissent autour des dimensions telles que l'âge, la prospérité matérielle, le genre, la stabilité du statut de séjour en Europe et le succès dans la conduite du ministère, qui peut être mesuré notamment à la taille de l'église ou au nombre d'invitations pour aller prêcher dans une autre église, dans un autre pays, la réputation, l'intégrité morale ou l'expérience dans la gestion d'une communauté. Un autre type de réseau que j'aimerais mentionner, ce sont les réseaux transnationaux dénominationnels.
Donc, outre ces réseaux informels fondés sur le parrainage, les réseaux transnationaux sont également internes aux différentes dénominations, c'est-à-dire aux différentes églises. Selon les cas de figure, la dénomination jouera un rôle au niveau de la formation des pasteurs, de l'adhésion à une certaine doctrine, d'un certain contrôle pastoral ou gestionnaire de la communauté, ou encore de la circulation d'une partie des ressources financières. On peut distinguer ici deux cas de figure principaux: une fondation d'église par une dénomination existante, donc une implantation stratégique par une dénomination basée en Afrique, dont le siège est en Afrique, et une affiliation d'une communauté déjà existante à une dénomination. Donc, ces deux approches qu'on pourrait qualifier de top-down ou bottom-up en bon français, sont clairement identifiables dans certains cas, alors que dans certaines circonstances, les deux logiques sont à l'œuvre simultanément. Donc, l'approche bottom-up consiste en une démarche d'association d'une église africaine en Europe à une dénomination plus large. Il peut s'agir d'une dénomination dont le siège est en Afrique. Dans ce cas, il existe souvent un lien préexistant avec le pasteur fondateur de la communauté et la dénomination. Par exemple, le père spirituel se trouve dans cette dénomination-là. L'Église s'affilie parfois à une dénomination plus internationale qui peut avoir son siège hors d'Afrique. Je peux citer le cas des Assemblées de Dieu, par exemple. Il est à noter que ces affiliations ne sont pas toujours pérennes à moyen et long terme. La deuxième approche de fondation stratégique consiste en une implantation d'églises sur le sol européen. Certaines dénominations africaines, par exemple l'église nigériane Redeemed Christian Church of God ou l'église ghanéenne Lighthouse Chapel International, sont célèbres pour leur projet d'implantation d'églises à large échelle, qui s'appelle Church Planting, développé par leurs dirigeants charismatiques respectifs, ainsi que pour les stratégies à la fois pastorales et managériales développées pour soutenir cette expansion. Ainsi, les branches fondées en Suisse ou en France par Lighthouse, par exemple, sont souvent coordonnées et parfois soutenues par l'envoi de pasteurs depuis le siège en Afrique de l'Ouest. À l'église Lighthouse Chapel International, la circulation des pasteurs est organisée de manière centralisée, ce qui permet à la dénomination de garder la main sur les communautés implantées en dehors du Ghana et de limiter les risques de schisme et d'autonomisation. Plus récemment, cette dénomination s'est subdivisée en plusieurs dénominations qui ont été implantées en fonction de critères linguistiques et géographiques. On trouve maintenant en France, par exemple, deux de ces dénominations filles. C'est Mustard Seed Chapel International, qui est principalement anglophone, et puis la Mission internationale Jésus qui guérit en français. Outre l'implantation de grandes églises d'Afrique dans les villes européennes, on observe à l'inverse un mouvement de fondation d'églises en Afrique à partir d'une église mère dans la diaspora africaine en Europe. Ainsi, les pasteurs qui jouissent d'une situation suffisamment stable en Europe et d'une certaine reconnaissance de leur ministère fondent souvent une église dans leur pays d'origine. Ce type d'investissement religieux de retour au pays est fréquent dans les églises africaines en Europe et semble se réaliser presque exclusivement dans le pays d'origine du pasteur, à moins que la dénomination soit suffisamment grande pour développer plusieurs implantations dans plusieurs pays d'Afrique ou ailleurs. Le dernier type de réseau que j'aimerais mentionner, c'est a émergé plus récemment dans l'espace de la diaspora africaine et représente une forme d'institutionnalisation de réseaux transnationaux de la diaspora. J'aimerais citer un exemple. En 2014 est né ainsi le projet de création d'une pastorale congolaise au niveau européen. L'Assemblée constituante de la pastorale a ainsi nommé un conseil d'administration présidé par un pasteur basé en Allemagne et composé de ministres de Dieu établis en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique et en Grèce. Les critères d'admission au sein de cette pastorale européenne comportent notamment le fait d'être de nationalité congolaise, ou être né ou avoir grandi au Congo, mais aussi d'être établi en Europe avec un statut de séjour régulier. La pastorale s'est constituée autour de 3 idéaux, foi, humanisme et patriotisme, qui révèlent à la fois l'ancrage religieux de l'organisation, une vision sociale qu'il souhaite réaliser à travers des projets humanitaires, ainsi que l'ambition de la pastorale de peser sur la politique congolaise. J'aimerais terminer
en proposant ici une analyse préliminaire de l'évolution de ces réseaux transnationaux associés aux églises issues de la diaspora africaine. Donc, je vais proposer une lecture en 4 temps qui s'étend de la décennie des années 90 jusqu'à 2020, des tendances dans la constitution et la dissolution de ces réseaux transnationaux établis par les églises entre églises africaines. Plusieurs remarques préliminaires s'imposent à cet égard. Premièrement, il convient de préciser que cette analyse ne se veut pas mutuellement exclusive, donc l'apparition d'une nouvelle tendance n'abolit pas nécessairement les tendances précédentes. Ensuite, il importe de situer la direction de l'asymétrie qui s'observe souvent entre le pôle africain et le pôle diasporique de ces réseaux. Et troisièmement, ces relations peuvent être plus ou moins formelles, plus ou moins informelles, donc à différents degrés entre les pôles formels et informels. Alors, premièrement, dans un premier temps, les églises naissantes de la diaspora sont souvent placées sous la tutelle d'une dénomination ou d'un pasteur africain dont la reconnaissance devait consacrer la légitimité du pasteur et accompagner le ministère. L'asymétrie entre le pôle africain et le pôle diasporique est ici à la faveur du pôle africain qui chapeaute, distribue la reconnaissance et formule des attentes en termes de contrepartie, notamment dons, dîmes, invitations. Dans un deuxième temps, ce système asymétrique d'octroi de reconnaissance est reproduit au sein même de l'espace diasporique européen. Les invitations de pasteurs et des fondations de nouvelles églises dans la diaspora sont alimentées par un système de reconnaissance mutuelle qui permet une émancipation de la tutelle des églises africaines. Un troisième mouvement consiste en la fondation de communautés en Afrique sous la tutelle d'églises de la diaspora. En Afrique, ces implantations n'ont qu'un impact mineur. Il s'agit souvent de communautés de taille modeste qui ne rivalisent pas avec les imposantes dénominations locales. Toutefois, cette implantation joue un rôle sur le plan symbolique, initiant un mouvement de bascule vis-à-vis de la dépendance des églises de la diaspora face aux églises africaines. Et enfin, la tendance la plus récente consiste en une fédération transnationale de pasteurs de la diaspora africaine en relation avec un pays africain. La constitution de ce type de fédération répond à un souhait de peser en tant que réseau de pasteurs de la diaspora sur la vie politique et sociale en Afrique et représente donc une forme d'affirmation d'un collectif de la diaspora. Voilà, pour conclure, on le voit donc, on assiste au fil du temps à un repositionnement des églises et ministères de la diaspora africaine dans leur rapport aux églises africaines. Ce repositionnement s'accompagne d'un mouvement de pluralisation des formes d'engagement au sein des réseaux transnationaux dans l'espace européen et euro-africain, à travers lesquels les rapports d'asymétrie sont renégociés et parfois inversés. L'affirmation croissante d'une identité diasporique se doit néanmoins d'être alimentée en permanence par des échanges entre Afrique et Europe, et en particulier par l'arrivée de nouveaux migrants susceptibles de s'engager dans une église comme candidat au ministère ou comme simple membre. Et enfin, je soulignerai la question qui est encore ouverte de cette transition générationnelle qui re-questionne aussi la configuration et les ancrages de ces réseaux transnationaux. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On va pouvoir passer aux questions. Donc, on va regrouper toutes les questions ensemble. Donc là, ça c'est pour la question pour Pamela Ohininyako. Du coup, ma question était par rapport à vos études sur la question de féminisme et aussi la question de racisme et ségrégation des femmes noires dans la diaspora. Et comme je disais tout à l'heure par rapport à ma question pour Daouda, c'est que moi, je pars toujours sur mes études sur la diaspora noire au Royaume-Uni. Et en Angleterre, par exemple, on a eu une première femme noire qui était élue députée en 1984, qui s'appelle Diana Abbott. Après ça, il y a eu d'autres femmes, par exemple Valerie Amos, qui a été la première femme noire présidente d'une université en Europe. Et c'était une femme d'origine de la Guyane anglaise. Après, il y a eu Patricia Scotland, etc. Donc, ma question, c'est que dans tes études, est-ce que cet engagement ou ce militantisme que tu as eu, est-ce que ça a été traduit en représentation politique en France ou pas? Et la dernière question, c'est par rapport à les églises ghanéennes. Les églises ghanéennes, à la fois au Ghana comme dans la diaspora, jouent un rôle important en ce qui concerne l'intégration des membres qui arrivent. Mais en ce qui concerne la formation des pasteurs, c'est intéressant votre présentation parce que moi, j'ai remarqué au Ghana en 2019 qu'il y avait une forte présence de Congolais de Congo-Brazzaville et de Congo-Kinshasa et ils venaient notamment pour se faire former
par des pasteurs ghanéens afin qu'ils puissent ouvrir des antennes, soit au Congo ou soit dans la diaspora. Donc, le Ghana comme le Nigeria sont devenus des berceaux dans ce transnationalisme des églises pentecôtistes ou des églises charismatiques. Donc, c'était juste partagé. Merci. Il y a également une question pour Jeanne Ray qui est avez-vous des éléments sur le lien entre église pentecôtiste de la diaspora africaine et mouvement politique? Et une question donc, qui était pour... très bien, donc c'est bon, je crois que c'est bon. Donc vous pouvez tous les deux, on va commencer par Daouda et puis Jeanne, et ensuite on passera la parole à Pamela ensemble. Oui, donc merci pour ta question, Jamila. Alors, pour répondre, il y a la base de regroupement des Maliens, elle est moins diversifiée que celle des Ghanéens. Parce qu'au Ghana, il y a les associations, comme tu l'as dit, d'originaires, confessionnels ou professionnels. Au Mali, c'est plus sur une base régionale, locale ou nationale. Ensuite, au niveau de la formation, alors c'est un peu moins valable avec le temps qui passe, mais beaucoup n'ont pas été formés dans le sens où n'ont pas été formés longtemps. Enfin, déjà, il y a un décalage, il y a un gros décalage entre le Ghana et le Mali en termes de formation, d'instruction. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le profil socio-culturel des migrants. Et puis l'autre élément, au niveau professionnel, le Mali est officiellement un État laïque, même si certains voudraient que ça change. Et donc, il n'y a pas de regroupement des associations sur une base religieuse, même s'il est très bien vu et apprécié de financer des mosquées, des lieux de culte. Alors, il y a plusieurs positionnements et plusieurs cas de figure qui sont possibles. Certaines églises sont plutôt réticentes vis-à-vis d'un engagement, en tout cas explicite, en termes politiques. Ce serait par exemple le cas de l'église Lighthouse que j'ai mentionné tout à l'heure. Et même si, dans les faits, on sait si certaines églises soutiennent plutôt un parti ou un autre, elles vont pouvoir avoir une certaine réserve, disons, en termes d'engagement. Par contre, dans d'autres cas, notamment dans la pastorale congolaise européenne que je mentionnais tout à l'heure, il y a au contraire des ambitions explicites par rapport au domaine politique, qui s'appuient sur ce qu'ils appellent une théologie politique. Et qui consiste notamment à vouloir, à partir de la diaspora et de l'expérience acquise, disons, à partir de la diaspora, contribuer au développement des institutions démocratiques. Dans ce sens-là, ils s'entendent comme des acteurs de la société civile congolaise à partir de la diaspora, avec aussi des revendications en termes par rapport à la double nationalité qui n'est pas possible dans le cas du Congo. Merci beaucoup. Et donc, Pamela, vous pouvez également répondre. On vous écoute. Oui. Alors non, la plupart des femmes pour lesquelles j'ai des archives et que j'ai présentées aujourd'hui ne se sont pas engagées en politique. Elles ont collaboré éventuellement avec les politiques, mais justement c'était important pour elles de rester dans le cadre associatif pour faire le lien avec la Grande-Bretagne, parce qu'en fait ma thèse porte plus largement sur l'Europe et donc la Grande-Bretagne est impliquée. Dans le Black Women in Europe Network, il y a Martha Ossamor, qui elle aussi de base est une activiste plutôt engagée dans
tout ce qui est de l'ordre de l'engagement société civile en Angleterre à partir des années 70. Et dans les années 90, elle rejoint en effet le Labour Party. C'est un des seuls cas en fait que j'ai de personnes qui fait le pas en fait de se retrouver dans l'engagement politique. Mais pour les femmes pour les femmes afrodescendantes subsahariennes que j'ai trouvées en France, il n'y a pas de personne qui s'est engagée après sur le plan politique.